pour tout le monde, ça serait peut-être une bonne technique, puisque Michel va reprendre à partir de tout ce que tu viens de nous décrire la, Merci. la mise en place des traitements pour ces patients. Donc Michel Galinier, qui est PUPH de cardio et spécialisé en insuffisance cardiaque à Toulouse. Bonjour Bonjour Michel. Bonjour à Michel. tous et merci effectivement à Guillaume parce qu'il a tout dit ce qu'il fallait effectivement pour qu'on comprenne mon topo qui va être lui beaucoup plus simple et basé sur la gestion des diurétiques parce que on apprend toujours tout dans l'insuffisance cardiaque sauf à se servir de la base qui est le traitement de la décongestion. Or Guillaume vous a bien expliqué l'essentiel notamment dans l'insuffisance cardiaque avancée et donc je vais m'attaquer moi au syndrome cardio-rénal de type 2, puisque donc on est en situation d'insuffisance cardiaque chronique qui s'aggrave et donc qui devient avancée avec l'apparition de cette altération de la fonction rénale. Alors j'avoue que j'ai un nouveau logiciel. Ah voilà, tiens, c'est là que ça avance. Donc ça consiste à faire un topo sur les diurétiques, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est le traitement journalier de l'insuffisance cardiaque et les diurétiques sont les médicaments recommandés dans toutes les formes d'insuffisance cardiaque. Vous voyez les recommandations européennes de 2021, dans les formes d'infarction d'éjection réduite, modérément réduite et préservée. Et quand on parle de diurétiques, on parle de diurétiques de Lanz. Et donc, il y a quelques règles très simples que je vais me permettre de vous rappeler, que vous connaissez, mais qu'on ne vous a peut-être pas enseigné sur l'utilisation des diurétiques. Premièrement, comme le disait Guillaume, dans l'insuffisance cardiaque, il y a une majoration de l'état d'avidité rénale intrinsèque au sodium et vous accumulez toujours du sel. Alors, soit vous diminuez l'apport, c'est le régime pauvre en sel, et en règle générale, il ne faut pas dépasser 6 grammes de sel quand on est insuffisant cardiaque par journalier, soit vous donnez un diurétique. Ce diurétique, c'est pour l'insuffisance cardiaque symptomatique, c'est pas pour la dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique. Donc il faut avoir des signes cliniques ou des symptômes de congestion, et c'est les recommandations qui le disent bien. Un, c'est quand il y a ces symptômes, comme ils activent les systèmes neurohormonaux, notamment le système rénine-angiotensine, ils doivent être coprescrits avec les IEC, les ARA2 dans l'ARNI, du moins si la fraction d'éjection est inférieure à 50%, et ce qui fait la difficulté des diurétiques, c'est qu'il n'y a pas de dose cible, à la différence des IEC, des bêta-bloquants, des ARM. Donc, c'est l'évolution clinique qui va vous permettre de déterminer la bonne dose, qui doit être en fait très variable et individualisée en permanence sur la symptomatologie, les signes cliniques, éventuellement le NT-proBNP si on y croit. Et donc, ça nécessitera une surveillance biologique stricte parce qu'il y a des interactions avec la fonction rénale et avec la kaliémie. Alors, quand on parle des diurétiques, on passe toujours aux diurétiques de Lanz. Mais Guillaume vous l'a dit, ça ne se limite pas. En aval et en amont des diurétiques de Lanz, il y a des phénomènes qui interagissent avec une réabsorption sodée augmentée dans la tubule proximale dans l'insuffisance cardiaque. Or, cette réabsorption sodée du tubule proximal intéresse 65% du sodium qui est filtré au niveau du glomérule. Au niveau de la hanse de Henle, c'est uniquement 25% de la réabsorption sodée qui s'y passe, et le tube distal, c'est uniquement finalement 5% de la réabsorption sodée en temps normal, avec tout ça, autant de sites pour des diurétiques. Au niveau du tube proximal, on aura donc, Guillaume vous en parlait, les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, l'acétazolamide, et les inhibiteurs SGLT2 qui vont agir sur le cotransport sodium-glucose. Au niveau de l'anse de Henle, on a bien sûr les diurétiques de l'anse qui sont le maître étalon. Et au niveau du tubule distal, dans sa partie proximale, on aura les thiazidiques. Dans sa partie distale, on aura les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes. Et puis dans certains pays, on peut agir sur le tube collecteur par le tolvaptan, qu'on n'a pas en France. Alors ensuite, il faut rajouter une phrase, c'est que les diurétiques de Lanz ne sont jamais seuls. Ils sont toujours associés à d'autres diurétiques, puisque ces diurétiques qui agissent sur la partie proximale, les GLT2 du néphron, ou sur la partie distale, les antagonistes récepteurs minéralocorticoïdes, on ne les donne pas pour leur vertu diurétique, on les donne parce qu'ils diminuent la mortalité. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont des diurétiques, et donc, très rapidement, on a 3 diurétiques. Un proximal, l'inhibiteur GLT2, un distal, antagoniste récepteur minéralocorticoïde, et un sur le tubule rénal, l'anse de Henle, le furosémide en règle générale.
Et ceci, c'est vrai dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite avec une effet inférieur à 40 ou 50%, mais également dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, si on en croit les recommandations américaines les plus récentes, qui sont plus modernes que les recommandations européennes, bien que cette dernière date de 2021, où les Américains nous disent qu'il faut donner des diurétiques de Lens, qu'il faut donner un inhibiteur GLT2 parce qu'il y a 2 papiers qui l'ont démontré, Deniver avec la dapagliflozine et Amprop Preserved avec l'empagliflozine. Et puis, ils croient aux données américaines de l'étude de Weissman aussi, qui montraient une diminution de la mortalité avec les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, c'est-à-dire la spirulactone. Et vous voyez, donc, on donne exactement les mêmes 3 diurétiques que dans la réduite. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir pour l'emploi du furosémide? Bien que en France, on a l'habitude d'utiliser ce diurétique, mais que les anglo-saxons, eux, dans la phase initiale de l'insuffisance cardiaque, ils utilisent des thiazidiques. Donc on peut utiliser l'un ou l'autre, mais nous on préfère les furosémides parce que c'est une action salidiurétique nettement plus efficace que le furosémide. Tout simplement aussi parce qu'on ne sait pas manipuler on est plus efficace que les thiazidiques, tout simplement aussi parce qu'on ne sait pas manipuler en France les thiazidiques dans l'insuffisance cardiaque. On dit toujours que c'est plus efficace les thiazidiques quand la FEG est inférieure à 30. Oui, sauf si on augmentait les doses. Si on donnait 100 mg d'hydrochlorothiazide, ça serait de nouveau efficace. Et les anglo-saxons, quand ils utilisent les thiazidiques, vont de 25 à 100 mg. Nous, on ne le fait pas. On va plutôt utiliser le furosémide de 20 à 40 mg initialement jusqu'à 250 mg, voire 500, voire 1000 mg en cas d'insuffisance rénale associée. On les connaît, on n'en a pas peur et on le fera toujours, sauf s'il y a une contre-indication, en association donc aux inhibiteurs GLT2 et aux ARM, ce qui va permettre de donner la dose minima efficace des furosémides. Alors maintenant, revenons-en un petit peu aux doses. Alors, je ne maîtrise pas mon logiciel actuellement. Hop. Oui, avant d'arriver à la diapositive sur l'insuffisance cardiaque aiguë, donc je voulais recommencer à vous parler de la manipulation des posologies de furosémide au départ. On donne une dose faible, on augmente progressivement, et à chaque décompensation, on aura une dose supérieure à la dose antérieure, et on peut maintenant apprécier la dose de diurétique à donner par la télésurveillance journalière du poids. Et nous, à Toulouse, quand on voit une augmentation du poids de 2 kg en 5 jours, eh bien, on double transitoirement la posologie de furosémide. Alors, aujourd'hui, on va donc parler d'insuffisance cardiaque avancée, et il y a 2 situations que l'on va voir. L'insuffisance cardiaque aiguë, décompensation d'une insuffisance cardiaque chronique au préalable dont le malade est déjà sous furosémide, et puis la résistance aux diurétiques de l'insuffisance cardiaque chronique qui est déjà en fin de course un petit peu. Dans l'insuffisance cardiaque aiguë, la manipulation des diurétiques est très simple. Là, vous avez un malade qui a une insuffisance cardiaque chronique avancée, donc il a déjà une dose de diurétique dans son traitement de base. Il fait une insuffisance cardiaque aiguë, et bien la recommandation vous dit de doubler la dose de diurétique Péros en intraveineux. Le malade est 40 mg de furosémide Péros, et bien vous allez donner 80 mg de furosémide intraveineux, et vous allez réévaluer la situation 6 heures plus tard. Si on a obtenu un débit urinaire supérieur à 100-150 ml par heure, ou une concentration de sodium dans les urines supérieure à 50 ou 70 ml par litre, vous refaites la même dose à la 12e heure. Sinon, vous doublez la dose. Vous allez commencer par 80 mg, vous faites 160 mg intraveineux, et vous voyez la situation 12 heures plus tard. Et si ça n'a pas marché, alors là, il faut faire l'apport aux multithérapies à la multi-utilisation des diurétiques plutôt qu'à une augmentation toujours des doses de diurétiques de Lens. Pourquoi? Parce que vous avez 2 études qui ont porté sur les doses de diurétiques de Lens qui n'ont pas suggéré l'utilisation de trop fortes doses. Vous avez l'étude Alarme où on a testé une faible dose, inférieure à 1 mg kg, versus des fortes doses supérieures à 1 mg kg, ce n'était pas des très fortes doses, et vous voyez que sur la mortalité, ça n'a pas eu d'impact, les fortes doses versus les faibles doses, et on a une autre étude qui s'appelle l'étude Dose Trial, où on a 2 éléments qui ont été étudiés, les fortes versus les faibles doses, et les bolus de diurétique intraveineux versus l'utilisation du furosémide à la seringue électrique, et vous voyez que sur la mortalité ou les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, ni les bolus par rapport au traitement continu, ni les faibles doses vis-à-vis des fortes doses ne se sont détachés. La seule chose, c'est la réponse décongestive qui a été identique dans les
deux formes d'utilisation, bolus ou continu, c'est à vous de voir, il n'y a pas de règle. Nous, à Toulouse, on utilise plutôt le continu parce que c'est finalement plus agréable pour les malades et pour le personnel, mais on peut utiliser également des bolus itératifs. Par contre, les fortes doses, bien sûr, entraînent une décongestion un peu plus marquée, bien que le degré de significativité n'était pas atteint. Mais c'est pas là la solution. La solution, elle passe par l'association de diurétiques. Et donc, on a donné les deux noms magiques, Advor et chlorotique, tout à l'heure avec Guillaume. Alors, qu'est-ce que c'est ces études? Eh bien, c'est une où on a associé un diurétique proximal qui est un inhibiteur d'anhydrase carbonique, l'acétazolamide, et un où on a utilisé un diurétique distal, un thiazidique, l'hydrochlorothiazide. Donc, dans l'étude Advor, qui a été présentée et publiée il y a 6 mois, on a pris des patients qui n'étaient pas très graves, puisqu'ils avaient une dose moyenne de furosémide de 40 mg, et on a testé soit le placebo, soit l'acétazolamide à la dose de 500 mg intraveineuse en sus des diurétiques intraveineux habituels sur plusieurs jours, et on a étudié la décongestion, et on a rendu compte que l'utilisation d'acétazolamide était associée à un score de décongestion au 3e jour supérieur au placebo, et ceci était dû à une augmentation de la diurèse et de la natriurèse induite sous acétazolamide associée au furosémide intraveineux par rapport au placebo associé au furosémide intraveineux, mais sans impact clinique, puisqu'il n'y avait pas de diminution de la mortalité et du risque de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et donc, ça accélère la décongestion, c'est bien, mais pour l'instant, la pertinence clinique n'est pas évidente, d'autant plus que cette étude est critiquable, puisqu'on devait ne pas avoir d'inhibiteur GLT2 pour être inclus. Or, maintenant, tous les insuffisants cardiaques, qu'ils soient à fraction d'éjection réduite ou préservée, doivent avoir un inhibiteur GLT2. Donc, il faut refaire cette étude avec une association aux inhibiteurs GLT2, puisqu'il n'y a pas de raison d'arrêter un inhibiteur GLT2 antérieurement prescrit quand on fait une poussée congestive. Et puis, dans ce travail, chez les patients qui avaient de fortes doses de diurétiques de l'ANS antérieurement par voie orale, eh bien, l'acétazolamide marchait moins bien, incontestablement, que chez les gens qui avaient une faible dose. Donc, il aurait peut-être pu suffire d'augmenter les doses de furosémide. Donc, c'est une piste, mais il faut travailler dessus, et Clément s'y attache. Ensuite, l'autre étude encore plus récente, c'est chlorotique, où cette fois-ci on a pris les mêmes malades, un peu plus graves, puisqu'en moyenne ils devaient avoir une dose de furosémide supérieure, cette fois-ci non pas à 40 mais à 80 mg per os pour être inclus, qui faisait une poussée congestive, et là on a testé en sus du furosémide intraveineux l'hydrochlorothiazide versus le placebo. C'est intéressant parce que les doses d'hydrochlorothiazide dans cette étude dépendent de la sévérité de l'insuffisance rénale. Ils n'ont pas considéré que en association avec le furosémide, il y avait une contre-indication au diazidique quand on avait une insuffisance rénale. Simplement, ils ont modifié les doses. Si vous aviez une fonction rénale subnormale avec un DFG supérieur à 50, c'était 25 mg. Entre 20 et 50, c'était 50 mg. Et si vous aviez un DFG inférieur à 20, c'était 100 mg de thiazidique péros qu'on rajoutait au traitement habituel ou le placebo. Et on s'est rendu compte que effectivement, ça avait un effet décongestionnant plus important, puisqu'on avait une diminution plus importante du poids, on avait, que ce soit brut ou rapporté à la dose de furosémide, sans désordre électrolytique généré, mais avec une aggravation de la fonction rénale beaucoup plus significativement fréquente, 46,5%, que sous placebo, 17,2%. Donc, on a une décongestion avec une altération de la fonction rénale, mais c'est pas très grave. Guillaume nous a montré que la décongestion, l'insuffisance rénale associée à la décongestion, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est l'insuffisance rénale sans effet décongestionnant associé. Alors, ensuite, on a une nouvelle étude qui va paraître, c'est l'étude dictate sur les inhibiteurs SGLT2. Quand on n'a pas de prescription antérieure d'inhibiteurs SGLT2, est-ce qu'il faut donner de la dapagliflozine 10 mg dès le premier jour de la poussée congestive, et à ce moment-là, ça va remplacer l'inhibiteur d'hydrase carbonique, ou peut-être demain en association à l'hydrase carbonique, ça reste à voir. Donc, une étude est en cours, 240 patients, exactement dans la même situation d'insuffisance cardiaque aiguë, donc on aura les résultats bientôt. Ensuite, on a une autre situation. Là, on n'est plus dans l'insuffisance cardiaque aiguë le premier jour de l'admission, on est à la sortie du malade qui a fait une décompensation,
ou qui présente ce qu'on appelle une résistance au diurétique, c'est-à-dire qu'il n'a pas répondu assez au seul diurétique. La résistance au diurétique se définit donc par une augmentation progressive des doses de diurétique de l'anse afin de contrôler les signes de rétention hydrosodée malgré un régime sans sel bien suivi, situation qui est fréquente, qui est associée en fait le plus souvent à une insuffisance rénale qui aggrave cette situation. Il y a de nombreuses causes dont vous a parlé Guillaume de résistance au diurétique, que je vous ai recité ici. Les plus importantes, c'est la diminution du débit sanguin rénal qui se fait au prorata de la diminution du débit cardiaque, et vous allez le voir, qu'il y a possibilité d'agir là-dessus, mais ce n'est pas une bonne solution. La diminution de la sécrétion tubulaire des diurétiques secondaire à l'insuffisance rénale, et ça, il va falloir donc augmenter les doses de furosémide. La raptation sodée compensatrice en aval de l'anse de Henle, c'est tout l'intérêt des thiazidiques et des antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, d'autant plus que les fortes doses de diurétiques vont entraîner une hyperplasie des cellules du tube contrôle qui vont devenir plus, en quelque sorte, efficaces. Donc, le traitement se fait en 2 étapes. Premièrement, les doses de furosémide et les modalités d'administration. Deuxièmement, le reste. Alors, pour la dose de furosémide, il faut augmenter les doses de manière proportionnelle à la sévérité de l'insuffisance rénale. Et il faut déplacer les possibilités de réabsorption sodée distale. Donc, il faut avoir des pics asthmatiques élevés. Il faut donner les diurétiques de l'anse au moins en 2 prises pour combattre la réabsorption sodée compensatrice. Dès que la dose de furosémide Péros dépasse 80 mg, il faut la donner matin et 14 heures. Et puis, en cas d'inefficacité, Guillaume vous le disait, il faut passer à la voie injectable parce qu'à ce moment-là, vous n'avez plus le problème de la diminution de l'absorption des diurétiques Péros du fait de l'œdème villositaire, et vous augmentez l'action de ces diurétiques. Et puis, la deuxième étape, c'est le reste. Alors, il y a des patients, on a essayé d'augmenter le débit sanguin rénal. C'est facile. Il suffit d'augmenter le débit sanguin cardiaque et donner un inotrope positif. Vous savez que ce n'est pas une bonne solution puisque ça augmente le risque de mortalité à la méta-analyse et qu'il faut réserver les inotropes au choc cardiogénique. Deuxième option, et c'est la bonne, c'est d'associer des diurétiques pour avoir des points d'impact échelonnés sur le néphron. Et donc, il faut obligatoirement, s'il n'y a pas de contre-indication, c'est une recommandation 1A qui l'indise, avoir un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes si le DFG est supérieur à 30, un inhibiteur SGLT2 si le DFG est supérieur à 20, et puis associer un diurétique thiazidique tant qu'on n'a pas de démonstration d'utilisation dans cette indication-là des inhibiteurs d'anhydrase carbonique, donc diurétique thiazidique, en donnant la bonne dose. Il faut initier par une faible dose, en général 12,5 à 25 mg d'hydrochlorothiazide, et on peut augmenter, puisque une étude chlorotique l'a démontré, jusqu'à 100 mg, la voie orale suffisante, et ça va induire une réponse natriurétique en règle générale efficace, au prix parfois de désordre électrolytique, donc il va falloir suivre la kaliémie, la natrémie et la fonction rénale. D'autres tentatives thérapeutiques ont été réalisées, l'acétazolamide, on en a parlé, les antagonistes adénosine avec la rolofidine qui s'est révélée négative dans l'étude de Protect qui marchait sur le rétrocontrôle qui aurait dû marcher sur le rétrocontrôle tubuloglobulaire, ça n'a pas marché. Le nésiritide, ça n'a pas marché. Et les antagonistes des récepteurs de la vasopressine, les raptans, c'est intéressant sur le tube contourné distal, mais ce n'est pas commercialisé parce que ça n'a pas diminué dans l'étude de la mortalité. Et donc, il reste essentiellement à utiliser l'inhibiteur GLT2 dans cette indication, et 2 études ont montré un bénéfice de l'inhibiteur GLT2 en post-décompensation cardiaque quand vous les donnez à la sortie. L'étude soloiste qui a montré dès les premières semaines de traitement avec la sotagliflozine une diminution du risque de réhospitalisation, et l'étude Impulse avec l'empagliflozine où on donnait ce médicament dès la phase de compensation, on va voir ce que c'est que l'insuffisance cardiaque compensée, après une déstabilisation, et on avait une amélioration du bénéfice clinique, essentiellement tendu par des choses pas l'édition de la mortalité, mais une amélioration de la qualité de vie, etc., etc. Mais avec quand même, il s'agit d'une étude positive. Alors, comment manipuler les inhibiteurs SGLT2? Eh bien, c'est facile. Après une décompensation, on va avoir les critères de l'étude Impulse, pression artérielle systolique supérieure à 100, pas d'augmentation des diurétiques intraveineux depuis 6 heures, pas d'utilisation des vasodilatateurs depuis 6 heures intraveineux, pas d'utilisation des inotropes depuis 24 heures, et alors vous mettez, associé au furosémide aux ARN que vous avez mis préalablement, l'inhibiteur SGLT2. C'est d'ailleurs les mêmes critères dont on servira pour introduire les ARNI après une décompensation.
et on va avoir confirmation, je l'espère, du bénéfice de cette stratégie en termes de mortalité par l'étude d'APA-ACT TV68 où on teste dans cette situation de post-insuffisance cardiaque aiguë hospitalisée encore 10 mg de dapagliflozine versus placebo chez 2400 patients. L'utilisation d'inhibiteur GLT2 dans l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est très facile, aucun problème, si on fait attention de ne pas entraîner une hypovolémie, ça, pour l'instant, on place une situation d'hypervolémie, on en est loin, et donc, vous pouvez le prescrire jusqu'à 20 ml de clairance, mais si dans l'avenir, la clairance va diminuer au-dessous de 20 ml, il n'est pas nécessaire de les arrêter. Vous savez qu'il n'y a pas de risque, en fait, malgré tout ce qui avait été décrit, sauf peut-être une augmentation des infections génitales, donc il faudra apprendre à votre patient à avoir une bonne hygiène corporelle, et puis vous allez au départ avoir une diminution de 5 ml en moyenne du débit de filtration glomérulaire qui est lié à la diminution de la filtration glomérulaire qui est finalement le mécanisme protecteur infini, puisque ça prévient la dégradation de la fonction rénale. Donc la solution, finalement, c'est l'association des diurétiques, que ce soit en aigu ou en subaigu, et donc associé à la dose de diurétique de Lens, qui est la bonne, que vous déterminerez individuellement, eh bien, vous mettrez en chronique 10 mg d'inhibiteur GLT2, 25 à 50 mg d'antialdostérone. Vous rajouterez le plus souvent dans les cardiaques en solution réduite de l'ARNI qui, en augmentant les taux de pétillant diurétique, a un effet de plus diurétique sur le tubule proximal. Et puis, quand vous ne saurez plus quoi faire, vous rajouterez un thiazidique, soit en phase hospitalière, soit même au long cours, en essayant de ne pas générer d'hyponatrémie ou d'hypokaliémie ou d'insuffisance rénale. Et ainsi, vous aurez dans un premier temps, vaincu la résistance aux diurétiques jusqu'au jour où l'évolution de la maladie sera plus forte que vos soins et vous essayerez d'établir une surveillance clinique, tension artérielle de vous coucher, biologique, kaliémie, créatinémie, mais également maintenant une télésurveillance du point des symptômes pour gérer au mieux ces différentes posologies de diurétiques de Lens comme des autres médicaments diurétiques que vous associerez. Et donc, avec Guillaume, on va maintenant pour répondre à vos questions sous la direction de Clément. À toi, Clément. Merci. Merci beaucoup, Michel, pour ce super topo très clair, très pratique aussi. J'ai plusieurs questions. La première, c'est, on a toujours utilisé, et donc vous concluez en disant que une fois qu'on a augmenté les doses de diurétiques, qu'on a mis notre ISGLT2, s'il y a besoin, on mettra du thiazidique. La littérature, finalement, à l'heure actuelle, thiazidique versus acétazolamide, qui n'existe pas en comparaison directe. En tout cas, les deux, en phase aiguë, font plus pisser, mais il y en a un qui entraîne plus de désordres électrolytiques et de désordres rénaux que l'autre. Et aucun des deux, dans ces études qui étaient quand même des petites cohortes, n'entraîne d'effet sur la réhospitalisation et la mortalité. Donc, est-ce que, même si à Toulouse, pour le moment, on est un peu pas trop appliqué à vouloir tenter l'acétazolamide, qu'est-ce qui fait qu'on en reste à cette conclusion selon vous? Bien, parce que personnellement, je trouve que ces études ne m'ont pas trop convaincu. Premièrement, avec l'étude Advor, on avait une insuffisance cardiaque chronique qui n'était pas très sévère, puisqu'il devait avoir des physiologies de furosémide supérieures à 40 mg. Quand on a 40 mg de furosémide, est-ce qu'on a une insuffisance cardiaque avancée? Je te fais remarquer que notre topo porte sur l'insuffisance cardiaque avancée. Pour moi, non. Pour être en insuffisance cardiaque avancée, il faut avoir une dose au minimum de 80 mg de furosémide, parce que ça, c'était pas des malades très sévères. Donc, je pense que dans l'étude Advor, si on avait doublé la dose de furosémide, on aurait eu le même résultat. Je te le dis. Dans l'étude chlorotique, c'est pas vrai parce que les posologies de diurétique de Lens étaient nettement supérieures et c'était vraiment des patients dans l'insuffisance cardiaque avancée. Donc, je me méfie de ces deux études. Premièrement, après, ces deux études sont faites antérieurement à la prescription d'inhibiteur GLT2, qui devrait être obligatoirement, ça fait partie de tout type d'insuffisance cardiaque. Donc, il faut refaire tout ça. Ça a permis de porter un éclairage nouveau sur l'utilisation des diurétiques d'insuffisance cardiaque, qui, à mon sens, est la place qui est la plus utilisée par les médecins et la moins codifiée par les recommandations. Donc, c'est bien. Je crois qu'il faut retravailler. Je me tarde que tu reviennes à Toulouse pour générer des travaux avec toi sur les diurétiques d'insuffisance cardiaque, qu'elles soient aiguës ou décompensées. Mais il y a beaucoup de choses à faire et il faut s'attaquer. Il ne faut pas faire des séries de 200 patients. Il faut initialement que les novateurs, que les pionniers fassent des séries de 200 patients. Ça, c'est utile. Mais à un moment donné, il va falloir générer, toi tu sais le faire, des essais thérapeutiques d'envergure
à l'échelon de la France, à l'échelon de l'Europe, je ne sais rien quel échelon, où il va falloir trancher sur des critères plus durs que uniquement la décongestion. Que en association, des diurétiques ensemble fassent décongestionner, ben heureusement. Sinon, c'est comme si si tu étais content quand la dobutamine augmente le débit cardiaque. C'est normal. Et justement, Non, c'est mais toute la difficulté de ces études, c'est que à l'heure actuelle, on a des populations qui sont assez importantes, mais qui sont pas généreuses non plus, et donc on prouve la décongestion. Mais finalement, comme vous l'avez dit, la difficulté à l'heure actuelle, c'est que les niveaux de preuve des diurétiques, c'était zéro. Donc on a enfin quelques niveaux de preuve qui vont permettre un petit peu d'attaquer les études d'après, où certes le critère, comment dire, d'efficacité intermédiaire, ce sera la décongestion, mais où le critère recherché, comme nous l'a bien montré Guillaume sur son topo, ce sera la mortalité une fois qu'on a décongestionné. On aura baissé la pression veineuse centrale, on aura par là même et par la loi de Starling augmenté probablement un petit peu le débit et espérer derrière diminuer les événements. Mais là, ils étaient clairement sous-dotés pour faire ça. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas prévu un suivi un peu plus à long terme pour ces patients, mais ça implique une gestion de la volémie intermédiaire qui est très bien faite par ceux qui font de la télésurveillance et de l'adaptation rapprochée comme vous le faites à Toulouse, mais pas par tout le monde à l'heure actuelle. Guillaume, je t'ai coupé, pardon. non, 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 moi je me demandais si la meilleure étude sur les diurétiques salés, c'était pas Strong HF, où on voit bien que finalement les diurétiques seuls, c'est quand même quelque chose qui est quelque chose d'assez intermédiaire et qui fait rentrer beaucoup de médico-économiques. C'est-à-dire que là, on parle de décongestion à J2, J3, parce que c'est faire sortir le patient rapidement, etc. Mais si on intègre le patient et le bénéfice du patient en termes d'insuffisance cardiaque, effectivement, on voit que l'objectif, c'est une décongestion qui permet probablement rapidement l'implémentation des traitements de l'insuffisance cardiaque et que c'est une stratégie qui va marcher en termes de pronostic finalement pour la décompensation cardiaque et que tout ce qu'on a essayé de façon isolée dans l'insuffisance cardiaque aiguë a été voué à l'échec et que finalement, ce qui est marrant, c'est que tout ce qui marche sur l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est les médicaments de l'insuffisance cardiaque chronique instaurés plus tôt. Et ça, c'est Oui, des c'est études qui sont positives. Et finalement, moi, donc, il y a ce point, effectivement, qui est des études très rapides parce qu'on veut que les patients sortent vite et on sait que la congestion à la sortie, c'est de très mauvais pronostics. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense qu'il y a vraiment là où il y a un manque de littérature, c'est qu'est-ce qu'on fait chez l'insuffisance cardiaque chronique. Toutes les études montrent que plus la dose de diurétique est importante chez l'insuffisance cardiaque chronique, plus il meurt. Ce qu'on a montré nous aussi avec les patients qui sont sur liste, c'est que plus il a de diurétique, plus il est congestif, ce qui paraît paradoxal, mais on n'arrive pas à les décongestionner. Et la question, c'est comment on lève cette résistance chronique et qu'est-ce qu'on propose pour essayer justement d'améliorer la congestion des patients chroniques. Est-ce qu'il faut faire des intercures? Est-ce qu'il faut faire des associations courtes, etc. Parce qu'effectivement, je crois vraiment, en tout cas, peut-être au remodelage rénal suite à un traitement très long par diurétique ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est tout le champ du chronique est totalement inconnu avec les diurétiques et je pense qu'il mériterait d'être exploré parce que même l'étude de Mullins qui montre qu'un insuffisant cardiaque oublie son Lasix quand il a 40 par jour, très vite il se remet en rétention. C'est une étude qui est physiologique, qui est intéressante, mais il s'arrête à J3 où il montre qu'effectivement la natriumèse s'effondre, la quantité d'urine s'effondre, mais à J3. Et à J7, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, on a une connaissance qui est vraiment très court-termiste de l'effet des diurétiques. Et c'est vrai que les recommandations disent qu'après chaque décompensation, il faut augmenter la dose, mais jusqu'à quand? Est-ce qu'à un moment, on peut réduire? Comment? Et ça, j'aimerais avoir l'avis de Michel là-dessus, parce que c'est compliqué, selon moi. Mais les recommandations disent effectivement qu'il faut augmenter les doses après chaque décompensation, mais les mêmes recommandations disent qu'il faut donner la posologie minima efficace et qu'au prorata de l'amélioration que tu obtiens, il faut diminuer les diurétiques. Donc les diurétiques, c'est quelque chose de très plastique. C'est ça qui fait leur intérêt et leur difficulté d'utilisation. Tu augmentes transitoirement après une décompensation, mais il ne faut pas rester à ces doses-là obligatoirement. Si tu peux ensuite améliorer le traitement de fond de l'insuffisance cardiaque par les posologies plus élevées d'arni, de métabloquant, d'ARM, etc., etc., eh bien, il faut rediminuer les doses de furosémide. C'est très variable, les posologies de furosémide. C'est pas fixe, ni à la hausse, ni à la baisse. Donc, c'est difficile de répondre à la question comment on va faire une étude. Parce que ne serait-ce que la posologie, pour avoir une étude, il faudrait quelque chose de stable. Or, si le clinicien
rend instable la dose de diurétique parce que par son métier. Donc, il ne faut pas qu'elle soit stable obligatoirement la dose de diurétique. Il faut qu'elle soit Et les adaptée à l'état études climatique. et les études de suivi sur les peptides ont aussi été des échecs, qu'aurait pu être le critère un peu de suivi en disant, Oui, des résultats mitigés. Tu as 4 études positives, 4 études neutres, effectivement. Ça n'a pas, en tout cas, ça n'a pas été très franc, le bénéfice des peptides, c'est sûr. Mais après, c'est ce que vous avez montré l'un comme l'autre, et toi d'abord, Guillaume, avec la physiopathe, c'est-à-dire que tes diurétiques vont permettre la décongestion, mais parallèlement vont entraîner une hyperactivation du système rénin-angiotensin en aldostérone, et donc de fait, on va se retrouver avec les complications secondaires de ce système-là. Et c'est vrai que tout l'intérêt d'études qui associent des doses de diurétiques, des tri, des bi-thérapies initiales permettant d'implémenter les doses aurait eu du sens. On a déposé cette année une lettre d'intention au PHRC avec François Dedicate sur l'association rapide pour implémenter les doses. Bon, ça n'a pas été retenu. On va donc la proposer à l'Europe, mais c'est potentiellement ce type de stratégie qui ferait sens au départ. Pour une dernière question qui me venait, Michel, c'est que on parle de débuter les ISGLT2, donc une fois patient stabilisé avec les critères d'impulse ou d'impulse, je sais pas comment on dit, bref, en tout cas de cette étude-là, puisque c'est celle qui est sortie. Finalement, en pratique, on met, pour ma part, la glyphosine DJ0, DJ1, on dit bonjour, on met le diurétique IV, et à mon sens, je vois pas pourquoi je ne mettrais pas, au vu de la tolérance de ces traitements, d'emblée la glyphosine en même temps. De même, il y a des facteurs limitants en termes de tension. Et c'est vrai qu'on a l'équipe de Nancy, de Réa, qui est en train d'écrire un projet sur la glyphosine d'emblée dans le choc cardiogénique. Et c'est vrai que c'est des médicaments qui sont tellement bien tolérés qu'a priori, les études dont vous avez parlé vont être positives. Vous êtes inquiet sur la phase initiale, vous? Non, absolument pas. Moi, c'était pour obéir aux règles de la médecine, quand je suis obligé Oui. d'obéir en tant que professeur aux règles de la médecine. Mais personnellement, je trouve que ça serait beaucoup plus simple, et comme on le fait d'ailleurs, d'initier à la première heure une glyphosine, ce qui permettra d'avoir recours à des doses de furosémide certainement un peu moins importantes pour obtenir la même décongestion. Donc, ça ne me dérange absolument pas de commencer la glyphosine d'emblée. Ça, c'est pas bon. Alors, il y a une étude qui va avoir lieu, qui est en cours, ça c'est Oui, celle que je t'ai montrée. Mais bon, elle oui, va tout être un à niveau de preuve faible. C'est celle-là, puisque c'est sur la décongestion. Donc il faut y participer, mais elle va confirmer ce qui est évident. Hein. Ça va, je pense, ça va favoriser la décongestion. Il n'y a pas photo. Hein. Donc par contre, il faudra faire le match avec l'acétosalamide, parce que tu peux pas, toi, mettre l'imidacétate d'emblée et mettre l'acétosalamide sans faire une étude qui montre qu'il y a un intérêt à associer deux diurétiques proximales. À mon sens, il y a de l'intérêt parce que ce n'est pas sur le même mécanisme. Un agit sur le cotransport sodium-glucose de type 2, l'autre agit sur l'anhydrase carbonique. Mais, donc tu vas mettre deux diurétiques proximales d'emblée dans 6 mois. Quand tu reviens à Toulouse dans l'insuffisance cardiaque aiguë, tant mieux. Mais peut-être qu'il faudra voir ne serait-ce que une étude pragmatique pour savoir la tolérance. Hein. Moi, je te conseille, dès qu'on arrive, de faire un registre, traitement d'insuffisance cardiaque aiguë moderne, pour démontrer quand même qu'on ne développe pas des hyponatrémies, des hypokaliémies ou que je sais-je, oui, bien sûr. parce qu'on n'a jamais au monde encore associé à acétosalamide et une GLT2. J'attends avec impatience que tu reviennes pour le faire. Eh bien, on va essayer d'écrire ça. J'ai une dernière question pour vous deux. C'est pour les diurétiques furosémides, on met des doses croissantes, etc. On a vu que pour l'hydrochlorothiazide, on pouvait monter assez haut et assez fort à la mode américaine. Et finalement, les glyphosides, on nous dit c'est 10 milligrammes. Point. Y a-t-il à votre connaissance des données pour faire plus que 10 milligrammes? Est-ce qu'il y a un intérêt en aigu à imaginer 20 milligrammes, 30 milligrammes? Je ne sais pas. Est-ce que ces données existent? La Alors, seule je étude de crois, dose a été faite chez les patients oui. diabétiques. Elle n'a pas montré, avec l'empagliflozine, elle n'a pas montré de bénéfice en termes de régulation glycémique ou de mortalité. Mais il n'y a pas eu de dose sur l'action natriurétique. Guillaume, tu as des données là-dessus, toi qui es plus physiopathologique Non, que non, moi. c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y avait a priori pas, enfin, il y avait pas de, il retrouvait pas d'effet dose finalement dans l'étude effectivement chez les diabétiques. Et puis ce qu'on a dit un petit peu, mais donc les gens retiennent bien, c'est que vraiment l'effet des SGLT2, il est vraiment ubiquitaire, enfin, que ça marche chez l'insuffisant rénal pour réduire le passage en dialyse. Donc c'est vraiment un effet qui est encore pas totalement compris
avec une amélioration de la mortalité dans un tel range de néphropathie, de cardiopathie, qui fait que c'est vrai que pour des patients qui sont avec des atteintes multiples comme en réanimation, c'est vrai qu'on peut se dire que plus on les met tôt, peut-être qu'on va gagner des choses sur le rein, le cœur, un peu partout. Et voilà, donc c'est des choses en tout cas assez novatrices et vraiment très intéressantes. Et on a une question là sur le chat qui est: est-ce que vous arrêtez les traitements d'insuffisance rénale s'il y a une dégradation importante de l'insuffisance rénale dans le cadre de la décompensation cardiaque? Dans le cas de la Michel? décompensation, est-ce que vous avez une insuffisance, l'insuffisance, ça c'est à Guillaume de répondre. Il vous l'a bien démontré, Guillaume. Qu'on ait une insuffisance rénale à la phase aiguë d'une décompensation cardiaque lors de l'introduction de traitement, c'est normal. C'est un effet mécanistique de diminution de débit d'infiltration glomérulaire et ça peut même être un élément de bon pronostic parce que ça démontre qu'on décongestionne et qu'on génère une hypovolémie. Mais il y a des situations où ce n'est pas le cas parce qu'en fait, on n'est pas actif. Donc, c'est ce que vous avez bien montré, Guillaume. Hein. Si l'insuffisance rénale s'associe à la décongestion, c'est pas grave, on peut tolérer jusqu'à 50% de dégradation de la fonction rénale antérieure. Si ce n'est pas le cas, eh bien là, la situation est très grave. Il faut appeler Guillaume. Guillaume, à ma rescousse, à toi. Non, non, mais c'est ça. Et puis après, je pense que l'idée, c'est de dire que s'il n'y a pas de dyscaliémie et s'il n'y a pas une insuffisance rénale aiguë avec une clairance à 20-30, vous pouvez continuer les MRA, vous pouvez continuer les traitements de fond sans souci. Après, s'il y a une vraie insuffisance rénale aiguë, là, c'est un petit peu le bon sens. Et puis, le trouble sur le ionogramme, en tout cas, c'est sûr que si le patient a 6 de kaliémie et qu'il a une clairance qui s'effondre, etc., il faudra peut-être suspendre les MRA le temps de renormaliser tout ça et puis surtout le reprendre le plus vite possible. Parce que ce qu'on a vu là sur les diapos que j'ai présentés, ben, dès que le patient a une fonction rénale qui baisse, automatiquement il est moins bien traité. Donc ça, c'est probablement un défaut du cardiologue ou du médecin et donc il faut vraiment être plus agressif, quelle que soit la fonction rénale. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour Et le ces cynisme super thérapeutique. On a topos. peur de faire mal aux insuffisants rénaux et du coup, on les aggrave en les privant de médicaments efficaces. Et je pense que c'était la conclusion parfaite de ces deux présentations. Merci beaucoup à tous les deux pour vos super topos. Et on se retrouve, je crois, d'ici une quinzaine de jours. On va Oui, vous renvoyer ça sur le réseau c'est la semaine prochaine. pour la suite. Et ben voilà, parfait. La semaine prochaine, on continue Bravo avec le pour RAM. l'initiative, Guillaume et Clément. Bravo. Félicitations. Allez, à bientôt à tous. Merci. Merci à vous. Bonne Bonne journée. journée tout le monde.